La bonne vôtre? Voilà, votre main. Ah, mais c'est de la prune. Léger, léger. Merci pour le verre d'eau. Je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, Atlantique, oui. à côté de Daniel Aran. Oui. Oui. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Merci de m'accueillir chez vous parce Petit que village du Béarn. vous sortez peu. Aran sort peu. Voilà, ça, je voulais le faire. On en fera. Non, j'en fais qu'une. Ah, voilà, vous êtes tranquille maintenant. Je l'ai pas entendu, oui. Et Daniel Aran, je suis très content de vous rencontrer. Merci de m'accepter chez vous. Donc, grâce à vous, j'ai eu une ouverture supplémentaire sur ce qu'était l'invisible. Pourtant, déjà, je suis bien ouvert. Hein, bon. Le dernier livre est celui qui a fait un déclenchement pour moi. C'est celui-ci, édité chez Très Daniel, Très Daniel. qui s'intitule OVNI, enlèvement et extraterrestre, des découvertes fascinantes. Ah oui, ça c'est fascinant. Précédemment, j'avais lu chez les éditions de Jean-Michel Grand-Cyr celui-ci. Voilà. Oui, la relation entre les ovnis et le nucléaire, et je m'étais permis d'ajouter un sous-titre, le choc d'une réalité ignorée. Et je ne suis pas très branché OVNI, bien que je rencontre à travers la France quelques témoignages sur des personnes qui voient des choses étranges et dans le ciel, autres que la Sainte Vierge Marie. Mais là, il y a une corrélation magnifique, une étude de votre part sur une explication de ce phénomène OVNI et même plus du phénomène des enlèvements de personnes humaines par des extraterrestres Entre ou non, guillemets, entre guillemets, et aussi une explication sur les crop circles. Alors, vous avez écrit beaucoup de livres aussi sur les crop circles, les agroglyphes, lequel, alors, je ne vais pas tous les montrer, ils sont sur la table, mais lequel voudrait le coup en premier? Pour moi, le livre le plus important sur ce sujet-là, c'est celui-ci. Ah, il s'intitule Crop Circle, les clés du mystère, parce que ça donne effectivement, selon moi, une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et aux éditions Etche. Etche, à vos souhaits. Alors bon, Daniel Aran, c'est pas n'importe qui non plus. Vous êtes docteur S-Sciences. Oui. Je suis pas très universitaire sur le lot, moi. Ça veut dire quoi? Vous êtes S-Sciences de quoi? Mais ça veut dire que je suis titulaire du grade du doctorat en sciences. En sciences de... Si on veut être précis, c'est en sciences thermodynamiques. Ah, oui. Mais bon, j'aime bien préciser ça peut-être en disant que j'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur à l'université. De Toulouse? En tant que maître de conférence à l'université de Pau. De Pau. Ah bah ici, oui, vous avez eu de la chance, oui. bien sûr. Vous avez eu du Pau. Parce qu'à Toulouse, avec le même accent, quasiment, il y a Yves Lignon. Vous l'avez déjà rencontré, Yves Lignon? Excusez-moi, hein, je passe du coq à l'âne et je ne dis pas qui est l'âne. Hein. mais non, jamais. Mais il y a un petit accent comme ça, du Sud. Du Sud. Oui, voilà, du Sud, oui. Alors, disais-je, le spirituel, c'est ce qui m'intéresse le plus, les esprits, c'est ce qui m'intéresse le plus, et vous avez les esprits de la nature, hein, les êtres élémentaires. Qui m'intéressent beaucoup, effectivement, oui. Avec qui vous pensez pouvoir expliquer une bonne partie des enlèvements par des extraterrestres, entre guillemets, des apparitions d'ovnis et des crop circles. Et je vous écoute. Bon alors, si vous voulez bien, je peux faire une petite présentation de la démarche qui est la mienne dans le cadre de ce travail de recherche. Bien, ça fait bientôt 13 ans maintenant que je m'intéresse de façon, je dirais, approfondie à l'étude de ces phénomènes mystérieux. Donc, ce qui me distingue dans cette démarche, dans ce travail, c'est qu'en tant que scientifique, j'ai d'abord constaté l'incapacité de la science à apporter, actuelle, moderne, contemporaine, conventionnelle, à apporter des réponses satisfaisantes à ces sujets-là. Je ne s'intéresse d'ailleurs quasiment pas à ces sujets-là. Et c'est sur la base de ce constat que j'ai cherché, puisque ces phénomènes-là sont on ne peut plus réels. Les gens qui s'intéressent à ce type d'émission l'ont compris en général. Donc si c'est une réalité, on doit pouvoir l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. Donc ma démarche, ça a été d'aller chercher d'autres sources de connaissances délaissées par la science qui peuvent permettre d'apporter des réponses à ces sujets-là. Ce que vous dites science spirituelle. Entre autres, puisque j'ai l'habitude d'énumérer justement les sources, parce qu'elles sont indépendantes et différentes,
mais qu'elles convergent entre elles. Et j'ai l'habitude d'énumérer des sources de connaissances traditionnelles. Traditionnelles, c'est-à-dire qu'on peut trouver encore dans certains pays aujourd'hui, d'Asie ou d'Afrique, qui ont été protégés encore d'une certaine façon de l'influence de la civilisation occidentale. Vous voulez dire les contes, les légendes? Non. Non, juste des choses, on ne peut plus réelles, vécues par des Africains ou des Asiatiques d'aujourd'hui. D'accord. Je veux dire, l'autre source de connaissance, c'est les textes anciens. Sacrés Pas nécessairement, les textes anciens, tout simplement. Bon. Et des sources religieuses. Ah, quand mais même. quand je dis religieuses, je fais référence surtout à l'islam. Oui. L'islam parle beaucoup. Des djinns. Et pourquoi pas plus de chrétiens, les orthodoxes Et les chrétiens, ils parlent un petit peu des génies, ils parlent un petit peu des démons. Bah oui, Jésus, il en parle de démons, il les chasse. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il les met dans des cochons, puis hop, les cochons, ils tombent, et puis hop. Non, oui, mais tout à fait. Mais dans les textes religieux chrétiens, on n'en parle quasiment pas plus. Quoi. Non, bah oui. Alors que dans la religion islamique, on en parle vraiment beaucoup. Et même actuellement, à notre époque. Voilà, et évidemment. Alors, il y a d'autres textes sacrés, vous n'avez pas eu le temps de tout étudier, mais il y a aussi l'Inde, ça y va aussi. Aussi, oui. Et puis d'autres, donc... Que je connais moins, effectivement. Oui. Et puis la quatrième source de connaissance, c'est évidemment la source, ce qu'on appelle la science spirituelle. Et voilà, et là vous tombez dans des textes sacrés qui reprennent tous, que ce soit tibétain ou autre, l'idée d'esprit. Pour faire oui, sauf que j'ai besoin de préciser ce qu'on entend habituellement par science spirituelle. C'est pas moi qui ai inventé ce mot, évidemment. Et je me réfère principalement à des hommes remarquables qui sont de notre époque. Dont vous allez tout de suite donner les noms, parce qu'il y a des hommes et des femmes. On ne va pas oublier Hélène Blavatsky, de la théologie. Par exemple, oui. De la théopathologie. Théosophie, oui. Et puis Rudolf Steiner, qui lui a fondé l'anthroposophie. Bon, c'est vos maîtres, c'est un peu les maîtres à penser. Surtout Rudolf Steiner, oui. Et puis Rudolf Steiner, c'était le début du XXe siècle, et il est décédé malheureusement pour nous en 1924. Je dis ça avec un petit sourire. Ça veut dire qu'il y a un autre courant spirituel contemporain, actuel, en France, qu'on appelle la psychoanthropologie. Oui, psychoanthropologie, voilà. Qui est une déclinaison de ce que déjà avait lancé Steiner, c'est ça? En quelque sorte, et c'est en même temps une synthèse de beaucoup d'autres courants spirituels. Et j'ai oublié les noms de ces deux personnes, je crois. Et voilà, en réalité c'est une personne, mais qui a deux noms principaux, selon le domaine auquel s'était intéressé. Le nom principal, quand on parle de psychoanthropologie, c'est Selim Aïssel. Selim Aïssel. Et les premiers livres, les premiers titres qu'il avait écrits sont signés Patrick Petrie. Patrick Petrie. Voilà, et donc son c'est vrai la nom, même c'est personne, quoi? c'est Patrick Petrie. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Selim, ça fait plus musulman. C'est un nom d'initiation, oui. Oui, d'accord. Patrick Petrie, c'est un nom mais ça, d'origine. je suis désolé, je ne le connais pas du tout. Il est encore vivant, cet homme-là? Oui. Il a monté une secte? Non. C'est pas tout à fait le mot adapté, je pense. Parce que c'est toujours péjoratif, secte. Mais il a une continuité là-dessus, avec une base de Steiner. Il transmet un enseignement qui a pour nom la psychoanthropologie. Alors, je me permets de le saluer parce que je ne le connais pas, mais je serais très heureux de le rencontrer. Vous le connaissez? Oui. Et pourquoi, comment vous l'avez rencontré? Parce que vous êtes tombé sur ses livres d'abord, ou vous l'avez rencontré puis après vous avez lu ses livres? Vous êtes un disciple? Deuxième réponse, deuxième... Ah, bon. Bon, alors, oui, cette question m'amène à rentrer dans le vif du sujet aussi, ou dans le fond du sujet. Ce qui me distingue, je me permets de dire, dans mon travail de recherche sur ces phénomènes mystérieux, crop circle, ovni, etc., c'est que j'ai d'abord une base scientifique, comme on le disait tout à l'heure, et que je suis aussi attiré depuis de nombreuses années aussi. Par les femmes. Bah oui, mais ça on est tout ça. Excusez-moi. C'est pas là que je trouve les meilleures réponses. J'essayais de suivre, mais c'est pas ça. Vous êtes attiré par... Voilà, attiré par certains diraient la religion, je préfère dire la spiritualité, enfin, le sens de la vie, quelque chose qui vous intéresse aussi, je crois. Oui, bien sûr. Et à partir de là, donc, j'étais attiré, c'est ça que je voulais dire, par des enseignements spirituels, et en particulier donc, l'enseignement actuel de la psychoanthropologie. D'accord. Excusez-moi, pour résumer la psychoanthropologie,
Ça parle d'un dieu, ça parle de plusieurs dieux. Non, ça parle de l'être humain. De l'être humain. Et Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Oui, ça, c'est pas nouveau, ça. Dieu. Oui. C'est toujours d'actualité. Quoi. Oui, oui. Et c'est l'enseignement qui nous permet de nous connaître, justement. Et à partir de là, de connaître l'univers. Nos différents corps, car dans ces livres qui parlent d'extraterrestres, entre guillemets, d'ovnis, on tombe dans le spirituel et vous expliquez nos différents corps physiques, astral, éthérique, enfin il y en a plusieurs, mais... J'étais amené à détailler un peu, oui, dans le dernier livre en particulier. Oui, et c'est ça qui est super. Alors le dernier livre, je le remontre, c'est OVNI chez Très Daniel. C'est ce qu'on voit en premier, après c'est Enlèvement extraterrestre. Dans ce livre-là, donc, il y a de nombreux témoignages que vous reprenez d'autres livres, d'autres écrivains, des personnes qui ont enquêté les trois quarts du temps aux États-Unis, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Bon. Chez les Amérindiens en particulier. Voilà, alors là, vous me montrez par exemple Rencontre avec le peuple des étoiles de Andy Schiller Clark, quelque chose dans le genre. Et puis j'ai lu un tome monumental, Enlevé par les extraterrestres, une enquête passionnante d'ailleurs parce que vous la citez souvent, du docteur John Mack. Bon, c'est une référence en matière d'enlèvement d'êtres humains. Oui. Et sans régression hypnotique ou sans demande de témoignage sous hypnose, il a recueilli bon nombre de manifestations, de rencontres du troisième type, c'est ça, hein? Vous donnez MIP, comment vous donnez un acronyme pour les MIPI? Non, là vous faites référence à autre chose. C'est dans ce livre-là où j'ai proposé l'acronyme MIDIM. MIDIM. Midim et demi. Hein, oui. Non, midi moins le quart. OVNI, Crop Circle et MIDIM, voilà, aux éditions Etche. Mais MIDIM veut dire les manifestations interdimensionnelles. Ah, non. Et là, on commence à comprendre le fin mot de l'histoire, voilà. Interdimensionnel. Selon moi, j'ai voulu proposer cet acronyme, justement, pour mettre sous le même chapeau tous les phénomènes qu'on appelle crop circle, ovni, disparition, orbe, chute de pierre inexpliquée, etc., etc. Tout ça, pour moi, ce sont des manifestations interdimensionnelles. Et j'ai proposé cet acronyme pour mettre tout ça sous le même chapeau. Y compris l'association et l'explication à travers le petit peuple. Oui, voilà, en particulier, oui. Qu'est-ce que le petit peuple? Voilà, c'est comme ça qu'on appelle souvent ce qu'on appelle aussi les êtres de la nature, ou les esprits de la nature, ou pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce terme-là, ce qu'on appelle aussi les fées, les farfadets, les lutins, les gnomes, etc., etc. Il y a un très grand nombre d'appellations différentes, parce qu'il y a une très grande diversité d'êtres élémentaux, d'êtres de ce petit peuple. Et là, c'est le scientifique qui me parle des petits peuples, en me disant qu'ils existent, et ce n'est pas juste de la croyance, ce n'est pas juste un suivi de légendes ancestrales. Voilà. Mais vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, j'étais comme la plupart des gens, on a été dans la comme croyance, ça. Et voilà, on a été formés, on a été conditionnés comme ça. C'est des contes. Quand on parle des gnomes, c'est dans les contes. Comme tout le monde le sait, je mets des guillemets, les contes, c'est le résultat de l'imagination de l'être humain. Oui. Mais sauf que c'est mon travail qui m'a amené justement à me rendre compte. Tout à l'heure, je disais, à partir des sources traditionnelles, anciennes, religieuses et spirituelles, que effectivement, il existe réellement des êtres qui sont dans le monde invisible, que nous, la plupart d'entre nous, ne voyons pas, et qui sont ce qu'on appelle les êtres de la nature, les fées, les farfadets. Quand vous parlez d'êtres invisibles, dans un monde invisible, c'est donc dans une autre dimension, d'où interdimensionnel. Voilà le lien. Voilà. On va faire court, je dévoile rien, parce que vous le dites même sur votre site, alors bravo pour le site, bravo pour les conférences. Il y a des conférences gratuites de 2 heures. On va essayer, Daniel Aran, de ne pas redire la même chose de ce que vous dites sur les 2 conférences. Une conférence sur les crop circles, superbe. Les questions qui sont posées au bout d'1 heure et demie par l'assistance sont très intéressantes. Et puis, il y a une autre conférence sur justement les ovnis, le nucléaire, etc. Donc ça, c'est gratuit, c'est sur le site de Daniel Aran. Allez-y, c'est passionnant. Écoute la Terre. Voilà, c'est le nom du site, Écoute la Terre. Voilà. Donc ça, c'est dire qu'on va essayer de ne pas redire la même chose de vos conférences, bien sûr. On ne va pas non plus tout dévoiler de ce qu'il y a dans les livres, et on ne va pas faire non plus la publicité éhontée des livres, parce qu'on ne fait pas de publicité, on informe simplement que ça existe et qu'il faudrait peut-être les lire. Moi, je vous conseille énormément les ovnis,
quand je dis que je ne fais pas de la publicité, hein, les ovnis et le nucléaire aux éditions Enigma du temps présent. Et puis le plus récent, si je puis dire, OVNI et enlèvement extraterrestre chez Guitret et Daniel. Bon, en gros, pour une bonne partie de tout ce qu'il y a d'incompréhensible, la solution, c'est ces êtres interdimensionnels qui sont dans un monde parallèle, qui vivent avec nous, peut-être sur Terre, peut-être avec dépendance ou interdépendance, bref. Oui. C'est plutôt eux qui feraient toutes ces manifestations que la science dédaigne, parce que de toute façon, elle ne peut pas l'expliquer. Oui. Voilà, c'est effectivement l'interprétation que je propose. Est-ce qu'on n'est pas juste dans la croyance de monsieur... Mais c'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que je suis scientifique au départ et que j'ai réellement voulu appliquer une démarche rationnelle et pour laisser complètement de côté la croyance. Donc, le problème avec ces phénomènes-là, on le sait, c'est qu'ils ne se prêtent pas à l'expérimentation scientifique. Non. Selon ça ne marche pas avec un bouton. Voilà. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est simple à comprendre. Ça ne marche pas parce qu'on a affaire à des intelligences, parce qu'on a affaire à des êtres non humains qui se manifestent sous ces façons-là. Crop circle, ovni, etc. C'est les petits fées, c'est les petits gnomes qui s'amusent à faire des Par exemple. C'est pas toujours aussi simple. Je disais tout à l'heure, il y a une très très grande diversité dans ces êtres. Bon, je préfère utiliser le mot élémentaux ou êtres élémentaux, dans lequel je mets les êtres de la nature. Oui. Les êtres de la nature, il y a aussi les êtres de l'air, les êtres de la terre, ou du feu, ou de l'eau. Donc rien que là, on voit qu'il y a une très grande diversité. L'eau, c'est les sylphides. Oui, les nymphes. Les nymphes, oui. Alors l'air, c'est les fées. Les fées, les sylphes, les elfes. Oui, le feu. Le feu, c'est les salamandres. Les salamandres. Et les gnomes, c'est la terre. Les pierres précieuses. Voilà, c'est ça. Les nains, les farfadets, c'est la terre. Ça. Et après avoir relu des textes anciens et avoir fait quelques corrélations avec des témoignages de pas mal de personnes, vous êtes sûr et certain, vous voyez que là je doute un peu, vous êtes sûr et certain qu'ils existent, tous ces amis qui peuvent être imaginaires ou ces ennemis qui peuvent Si vous me posez la question comme ça, je suis sûr et certain sans l'ombre d'un doute, mais je vous vois venir un petit peu, ou en tout cas je vous propose de répondre de façon plus précise à cette question-là. Si je suis aussi affirmatif, c'est parce que ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle que je propose dans mes livres. Il y a aussi des connaissances personnelles ou directes, matérielles, autrement dit des expériences que j'ai pu faire avec ces êtres-là. Oui. Et que tout le monde peut faire avec, pourvu qu'on porte un peu d'attention à ce monde de l'invisible. Par exemple, ici, dans notre maison, ou bien à l'extérieur, dans notre propriété, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité, la possibilité de comprendre qu'il y avait des phénomènes qui ne pouvaient s'expliquer que par la présence d'une intelligence non humaine, et que j'appelle donc ces êtres de la nature. Ça ne peut pas être Dieu, tout simplement, qui agirait dans votre jardin ou dans la maison, non? Non, ce n'est pas ma façon de m'exprimer. C'est des créatures de Dieu, quand même. Voilà, si vous voulez, oui. C'est des outils de Dieu, non? Parce qu'il y a aussi toute une hiérarchie de ces créatures. J'ai bien vu dans le livre qu'il y a aussi spirituel que... C'est bien, votre question, là, justement. Ça m'amène à proposer une autre précision. J'aime bien avancer par étapes, toujours une démarche qui se veut rationnelle. Bien, ce que j'ai compris à partir des connaissances spirituelles que j'ai pu acquérir, ce que j'ai compris, c'est que le monde invisible est extrêmement et encore davantage complexe. Il y a un très grand nombre d'êtres spirituels, au sens large, je préfère dire d'êtres invisibles, qui nous sont invisibles à nous en tout cas, qui existent. Mais ce que j'ai compris, c'est que certains d'entre eux ont la capacité, ont la possibilité de se manifester dans le monde matériel. Les crop circles, les ovnis, tout ça, ce sont des manifestations dans le monde matériel. Mais tous les êtres du monde invisible n'ont pas cette capacité. Je précise davantage, c'est un principe qu'on peut comprendre facilement, je crois. À partir du moment où on veut se manifester dans un monde, donc on accepte comme hypothèse, au moins au départ, qu'il y a
une certaine pluralité de mondes, qu'il existe un certain nombre de mondes. Il y a le monde matériel et le monde invisible, d'abord, tout simplement. Et après, on peut décliner. Voilà. Mais à partir du moment où on veut se manifester dans un monde, dans le monde matériel, bien pour moi, il faut avoir un corps matériel. Ça semble logique. Oui. Voilà, ça semble logique. Mais d'après ce que j'ai compris, tous les êtres spirituels, au sens large de ce mot-là, n'ont pas de corps matériel, n'ont pas de corps physique. Et c'est la spécificité, justement, ou c'est une caractéristique des êtres de la nature, ou bien des élémentaux, d'avoir un corps physique, mais qui est plus subtil, qui n'est pas le même que le nôtre, à nous les humains, mais d'avoir quand même un corps physique qu'ils peuvent densifier, qu'ils peuvent matérialiser à leur guise, selon leur volonté. Ah oui, oui. Et ça fait partie aussi de leurs caractéristiques. Oui. Donc eux peuvent faire ça, donc ils peuvent se manifester dans la matière, alors que les êtres spirituels dits supérieurs, ceux que le monde chrétien appelle les anges, les archanges, etc., eux, ils sont dans le plan spirituel complètement, n'ont pas de corps physique, donc ne peuvent pas se manifester directement dans le corps physique, mais ils ont la capacité de se manifester par l'intermédiaire des êtres de la nature. Petits êtres, oulala, que je garde fort, parce qu'après, on me fait un croche-pied. Vous disiez qu'ici, dans la maison, ou dans le jardin, vous avez eu des expériences autres que de la lecture. Alors bon, celle qui me vient, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, bien sûr. Mais une qui est davantage en rapport avec mon travail sur le sujet des enlèvements, justement. Des soi-disant extraterrestres. Voilà. Mais quand on dit enlèvement, ça veut dire disparition temporaire d'êtres humains. Bon, là, c'est une petite anecdote vécue par ma femme d'abord, sur un phénomène de disparition d'objets. Mais on n'est pas obligé de me croire, parce que tout ça paraît invraisemblable. C'est pas parce que c'est incroyable qu'il ne faut pas le croire. Voilà. Bien, figurez-vous qu'un jour, c'était un soir, ma femme qui était assise à son bureau veut consulter sa montre et s'aperçoit qu'elle n'a plus sa montre au poignet. Tiens, bizarre. Elle se souvient qu'elle avait consulté sa montre, qu'elle avait consulté l'heure, je ne sais pas, demi-heure ou trois quarts d'heure avant. Donc elle avait encore à la montre. Au poignet. Oui. Vous vérifiez quand vous l'avez pas chippé. Oui, je fais gaffe. Et il se trouve que le bracelet de sa montre était tel que la montre ne peut pas tomber tout seul. D'accord. Il y a une sécurité pour ceci. Oui. Donc elle cherche partout sa montre, elle la trouve nulle part, et c'est une énigme sans réponse pour le moment. Et puis bon, elle finit par passer à autre chose. Et demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, elle revient de nouveau à son bureau, et en bougeant sa chaise, elle s'aperçoit, tiens, il y a quelque chose par terre. Là. Elle regarde qu'est-ce qu'il y a par terre. C'était sa montre, qu'elle a trouvée par terre à droite, alors qu'habituellement, elle le porte toujours à son poignet à gauche. Donc ça pose déjà un problème, comment elle serait tombée là. Et je disais, elle ne peut pas tomber naturellement. D'accord, ah oui. Mais là où ça prend, selon moi, le plus d'intérêt, c'est que à partir du moment où on accepte ce que j'ai dit, donc la montre a disparu pendant un certain temps et elle est réapparue pas au même endroit, mais ça se passait juste au moment où elle était en train de relire le chapitre sur lequel je parlais du phénomène des disparitions. Comme par hasard. Comme par hasard, oui, voilà. Oui. Et c'est là que ça prend tout son sel, selon moi. Effectivement. C'est des petits rigolos quand même, hein. Ils s'amusent. Mais ils ont leur caractéristique, justement, d'être espiègles, d'être moqueurs, de jouer toutes sortes de tours aux êtres humains. Et d'ailleurs, je parlais d'amis invisibles ou d'ennemis invisibles. Et dans la religion musulmane, les djinns, c'est ça aussi. Ils peuvent aider les humains, mais ils peuvent aussi les perturber. Hein. Et tout à fait. Et là, c'est pas sympa de casser, enfin, pas de casser, mais enfin, de faire disparaître une montre, je ne sais pas si sympa que ça. Est-ce qu'on peut les associer à des démons, point barre, comme si on veut rester bien chrétien Mais le mot démon se rapporte aux mêmes êtres, selon moi. Oui. Enfin, ils ont une intelligence, mais ils ont moins de cœur que nous, hein, c'est ça. C'est vrai qu'on utilise alors, dans le monde chrétien le mot génie et le mot démon. Et dans ce monde-là, comme dans le monde des êtres humains, il y a les gentils et les méchants. Il y a les bons et il y a les mauvais. Mais les gentils, apparemment, ils ne sont pas dans le monde matériel et ils ne se manifestent pas. C'est les anges et les archanges qui sont un peu... Non. Il y a aussi des gentils qui peuvent... Oui. Ah, bon. Mais pour moi, le phénomène des crop circles... C'est des gentils.
je vais dire comme ça, ce sont des gentils Ah oui. à 99,9%. Ah ben, vous n'êtes pas l'agriculteur qui retrouve son blé complètement couché, alors il ne doit pas apprécier l'agriculteur. L'agriculteur, c'est un homme comme les autres, il est le premier à se plaindre comme les autres. Oui, c'est un agriculteur, il se plaint. Ça a eu payé. Un être humain se plaint. Mais ce que je voulais dire, pour rétablir un peu la réalité, selon moi, oui, c'est que malgré ces plaintes, sa perte dans la récolte sera très très minime. Il ne suffit pas que les blés soient couchés au sol pour perdre autant de récoltes, ce n'est pas vrai. L'expérience montre qu'il suffit de régler la hauteur de la moissonneuse pour moissonner aussi les blés qui ont été couchés. J'ai ouï dire que certains agriculteurs qui découvraient des crop circles dans leurs champs moissonnaient tout de suite pour pas qu'on le sache et qu'il n'y ait pas plein de gens qui viennent et qu'on bloque là justement la culture parce qu'il faut voir ce qui se passe, etc. Oui. Et qui cachent là. Comme d'autres entrepreneurs, quand ils font des fouilles pour faire une construction et s'ils tombent sur des grottes anciennes du Moyen-Âge ou même plus, ils écrasent le coup et puis comme ça n'arrête pas le chantier. Hein. C'est vrai. On est humain. On est humain. Exactement. On n'est peut-être pas pire que les farfadets qui enlèvent des montres pour les remettre 15 minutes plus tard. Ça, c'est gentil. Dans le jardin, il s'est passé quoi avant qu'on termine la première partie, parce que le temps passe? Oui, mais par exemple, c'est une façon de se manifester qui n'est pas rare, mais à laquelle il faut être attentif pour pouvoir s'en rendre compte. Oui. J'étais en train de travailler derrière la haie, il fait nuit maintenant, et j'étais en train d'arracher des mauvaises herbes, je me souviens plus précisément. Il faisait beau, c'était l'été, un grand beau temps, pas de brise, pas de vent. Et tout d'un coup, je m'apercevais qu'il y avait des tiges qui oscillaient comme ça régulièrement, mais de façon, je dirais, ostentatoire, juste devant moi, juste là, pas ailleurs. Il n'y avait toujours pas de vent, et elles continuaient toujours à osciller comme ceci, sans raison matérielle, si on peut dire. Pour moi, c'est une manifestation d'une présence invisible qui voulait se manifester à moi. Quand même. Et alors là, ceux qui font bouger les tiges, c'est quoi comme créatures? Je me contenterai de dire des êtres de la nature. La nature, oui. Des êtres qui vivent dans la nature, oui. Alors, avec cette connaissance-là, qui ne sont donc pas des croyances, parce que c'est expérimenté par vous, l'explication des extraterrestres, entre guillemets, prend tout son sens. Ce n'est pas des êtres qui viennent de l'ailleurs, des années-lumière, ce sont des êtres qui sont déjà sur Terre. C'est un peu le sous-titre du livre chez Équité Daniel, les extraterrestres sont parmi nous. Mais... Oui, mais le sujet est toujours complexe. Je disais qu'il y avait une grande complexité dans ces êtres-là. Ils se manifestent aussi, on l'a dit, crop circle, ovni, et rien que dans les ovnis, il y a un grand nombre de facettes différentes, dont ils se manifestent de façon différente. Et pour moi, c'est en lien avec le fait que ce ne sont pas toujours les mêmes êtres qui se manifestent. Bon, on a déjà distingué les gentils et les moins gentils, mais il y a aussi des origines différentes de ces êtres, pour moi. Ça annule pas pour autant les véritables extraterrestres. Absolument. Il peut y en avoir aussi. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet, il me semble, de mon dernier livre, justement. Et c'est une nouveauté, selon moi, qui permet d'avoir une compréhension beaucoup plus claire du phénomène ovni de façon générale. Pour moi, il faut distinguer deux catégories d'ovnis, ça veut dire deux origines d'ovnis. Ça veut dire ceux qui sont des manifestations d'êtres extraterrestres, comme on le dit habituellement, mais dans le sens authentique du mot, des êtres qui viennent d'autres systèmes stellaires qui viennent de très loin. Oui. Et il y a un certain nombre de témoignages, je disais, que j'ai trouvé dans le livre en particulier, Rencontre avec le peuple des étoiles. Ce sont des témoignages. C'est qui l'auteur, en fait Hardy Sixkiller Clark. Il rassemble un certain nombre de témoignages d'Amérindiens. Et les Amérindiens, donc, ce sont des gens qui ont toujours vécu en marge de la civilisation occidentale, donc proche de la nature, en conséquence, oui. Et qui... Avec une sensibilité proche des forces de la nature, exactement, qu'on peut personnifier, alors que c'est juste des forces, des courants. Voilà, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que du fait qu'ils se méfient, c'est peu de le dire comme ça,
de la civilisation moderne occidentale, parce qu'ils en ont beaucoup souffert, quoi. Ce qui fait que, dans ce cas-là, ils se sont confiés, mais à l'auteur qui est elle-même amérindienne. Oui, mais ça, vous le dites dans le livre très précisément, parce que vous reprenez plein de témoignages de ces Amérindiens, et c'est très important. Et je les ai lus, ils sont hallucinants, parce qu'ils se font enlever par des extraterrestres, il y en a qui sont copains, ils se retrouvent, et tout ça, c'est hallucinant. Et c'est des témoignages vraiment notés par cette personne. Parce qu'elle est amérindienne elle-même. Oui, alors, bon, on termine cette première partie qui va lancer la deuxième, mais en lisant tous ces témoignages hallucinants et qui sont agréables à lire, ne serait-ce que si on veut lire un roman, parce que là on part dans... Ah oui, c'est fabuleux. On se dit, c'est vrai que les Amérindiens, ils ont tous été un petit peu frelatés au whisky. Alors est-ce que c'est pas lié aussi? Alors soi-disant témoignages des extraterrestres, parce que les Amérindiens, hélas, à cause de l'arrivée des Occidentaux, ils se sont mis dans l'alcool, et ça... Ils sont tous alcooliques, les Amérindiens, il faut bien dire. Oui. Bon, pour se protéger de cette critique-là, je dirais que l'auteur, encore une fois, elle est amérindienne elle-même, mais elle est universitaire en même temps. D'accord, mais les témoignages. Et il y a un grand nombre de témoignages différents, de personnes différentes. Et c'est ça qui donne toujours le plus de force à ces témoignages. On ne peut toujours, dans ce type de sujet, ne se baser que sur les témoignages, mais la force des témoignages qui viennent de sources différentes, complètement différentes, dans des pays, avec des informations qui correspondent, qui sont convergentes complètement. On se retrouve dans la deuxième partie. Quel suspense! Ça fume déjà, c'est incroyable. Non, je la fais pas. Si je la fais, allez, ça nous fait un hareng fumé peut-être. Oh là, je suis désolé. On n'a pas partie comme ça, oui. Allez, on va faire la deuxième partie. À tout de suite.